Le 14 septembre 1958, quelque part dans l'est de la France. Un dimanche, deux hommes qui ne se connaissent que par ouï-dire ont rendez-vous. Bien qu'ils évoluent dans les hautes sphères de la politique, ils ont choisi de se rencontrer dans un cadre privé, car leur tête-à-tête doit rester secret. D'un côté, le chancelier Konrad Adenauer, qui dirige la République fédérale d'Allemagne depuis près de 10 ans. De l'autre, le général de Gaulle, qui vient d'être investi dans les fonctions de président du Conseil. Pourquoi a-t-il invité le chancelier dans sa maison familiale? Certainement parce qu'il entend faire un geste, premièrement, marquer l'événement, et certainement parce qu'il sait très bien qu'Adenauer a une opinion extrêmement mesurée, voire négative de lui. Pendant tout le voyage jusqu'à Colombey-les-Deux-Églises, Adenauer a souffert de crampes d'estomac abominables. L'image qu'il avait du général était l'image officielle. Le nationaliste, l'opposant à l'Allemagne, l'ennemi de l'Allemagne. L'homme qui a combattu l'Allemagne toute sa vie durant attend son hôte dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. Dans le village, la nouvelle de l'arrivée imminente du chancelier allemand s'est répandue comme une traînée de poudre. Une imposante escorte a été envoyée à la rencontre d'Adenauer. Des journalistes arrivent. On sent qu'un événement exceptionnel se trame. C'est l'unique fois où le général de Gaulle invite dans sa demeure privée un homme politique étranger. L'accueil est cordial, chaleureux même. Charles de Gaulle est très différent du chancelier Adenauer. Et en même temps, ces deux hommes vont vivre ce que j'appelle personnellement un coup de foudre. Comme un coup de foudre amoureux, il va se passer quelque chose et immédiatement c'est l'entente la plus cordiale qui s'installe. L'escorte est renvoyée et la visite des lieux peut enfin commencer. Adenauer dira plus tard que c'est en découvrant la bibliothèque qu'il a pris la mesure de l'envergure intellectuelle de son hôte. De Gaulle avait lu les grands classiques allemands. Le Werther de Goethe, par exemple, en allemand qui plus est. Il y a également là les écrits militaires du maître de maison traitant de la guerre des blindés et quelques ouvrages illustrés sur la Première Guerre mondiale. Autant de livres qui témoignent de la haine ancestrale ressentie par les peuples de part et d'autre du Rhin. Quand nous étions enfants, on préparait la guerre. Pas les enfants ne préparaient pas la guerre. Mais le système éducatif, le système industriel, la mobilisation préparaient la guerre. En France, on la préparait contre l'Allemagne. Et en Allemagne, on la préparait contre ses voisins. Et dans la culture, moi, quand j'étais enfant, j'avais 7 ou 8 ans, on savait. La guerre était également ancrée dans la culture allemande. Les petits Allemands, eux aussi, savaient. Le Reich a tout juste 5 ans quand Konrad Adenauer voit le jour à Cologne en 1876. Pour le jeune Konrad, la création du Reich est une épopée extraordinaire dont Otto von Bismarck est la figure de proue. En effet, c'est lui qui a vaincu les méchants Français pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871 et fait proclamer l'Empire allemand. Telle était du moins la version que lui racontait son père. C'était un fervent partisan de Bismarck. J'en conclus qu'il devait être très content de l'issue de la guerre de 1870-1871. Et c'est sans doute cet état d'esprit qui prédominait alors dans la famille. Le château de Versailles a joué un rôle majeur dans la fondation du Reich. C'est ici, dans la somptueuse Galerie des Glaces, un lieu symbolique s'il en est, que le Reich de Bismarck a été proclamé en pleine guerre. Il a été fondé par le fer et le sang, disaient fièrement les Allemands.
Pour les Français, c'est quelque chose de très humiliant, de profondément violent dans la symbolique, de savoir que dans ce lieu qui symbolise justement la force du roi Soleil, la puissance d'une France rayonnante, l'Allemagne se fonde à cet endroit-là. Et dans la salle des miroirs, donc toujours ce reflet qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Lille, vers 1900. La maison natale du général de Gaulle est aujourd'hui un lieu de mémoire. Né en 1890, le jeune Charles grandit dans un pays assoiffé de vengeance, qui n'a toujours pas refermé la plaie laissée par la défaite de 1871 et par l'humiliante proclamation du Reich à Versailles. Cette plaie ouverte va forger son destin. La génération qui naît, qui grandit après 1870 est marquée au fer rouge par cette histoire-là. Et tout l'enseignement, toute la rhétorique éducative va pleurer, va faire le deuil des provinces perdues de l'Alsace et de la Lorraine et va enseigner aux enfants cette perte. Et c'est le cas d'un homme, l'exemple le plus parfait de cet homme, c'est le général de Gaulle, le jeune Charles de Gaulle, qui grandit dans cette ambiance-là. Dès l'âge de 15 ans, il écrit un poème où il dit « Quand je mourrai, je voudrais que ce soit sur un champ de bataille, je voudrais que ce soit le soir, quand les blés se couchent, enfin se plient sous le vent. » Donc dans cette poésie un peu maladroite de jeune homme, on a quelque chose de très fort qui est là, qui est la notion de sacrifice, qui est la notion qu'il est prêt à mourir pour sa patrie. Charles est reçu à Saint-Cyr en 1909. Sa vie de soldat commence. L'esprit belliqueux et revanchard se met parfois en sourdine. Le temps est venu pour certains de goûter à l'insouciance de la belle époque. Mais en 1914, éclate la guerre tant souhaitée par le jeune Charles. Ce premier conflit mondial, la Grande Guerre, coûtera la vie à 17 millions de personnes. Côté français, c'est la guerre de position. On se bat pied à pied pour ne pas céder le moindre mètre carré à l'adversaire, tandis que le matériel se perfectionne et se diversifie. Verdun. Aujourd'hui, la ville lorraine a été rebaptisée capitale de la paix. En 1916, près d'1 million d'hommes sont blessés, mutilés, tués dans la bataille de Verdun. Le général Philippe Pétain évite au pays une défaite totale et devient un héros de la nation. Nuit et jour, il organise un balai ininterrompu de véhicules sur la dernière route encore libre. Elle sera surnommée par la suite la Voie sacrée. Les deux armées se livrent des combats acharnés pour s'emparer des ouvrages défensifs de l'ennemi. À 25 ans, le capitaine de Gaulle est sur le théâtre des opérations. Et là, pas de blé qui se plie sous le vent. Rien de tout cela. Partout règne la peur, la crasse et la mort. De Gaulle est placé à la défense du village de Douaumont. Donc là, il connaît ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire un bombardement terrible, ses camarades qui tombent. Il écrit dans un de ses courriers à l'époque « Pourquoi moi je ne suis pas mort, ça restera le drame de ma vie ». Et il dira de la Première Guerre mondiale « Cette guerre m'a laminé l'âme ». Les champs de bataille de Verdun sont aujourd'hui un lieu de mémoire. Des centaines de milliers de soldats français et allemands sont enterrés ici. L'expérience a été la même chez les Français et chez les Allemands. Deux peuples engagés dans un conflit interminable et impitoyable, marqué par l'industrialisation de la mort, de lourdes pertes humaines dans les tranchées, la peur et la haine. Rapidement, Verdun devient le symbole de l'absurdité de la guerre.
Automne 1918, sur le front ouest. Le commandement suprême de l'armée allemande estime que son pays n'a plus aucune chance d'arracher la victoire. Hindenburg et Ludendorff demandent alors au gouvernement du Reich de négocier au plus vite un armistice. Certains dirigeants politiques essayaient de se soustraire à leurs responsabilités. Ludendorff a donc décrété « Il est grand temps de leur transférer le pouvoir pour qu'ils payent les pots cassés. Ce n'est pas notre affaire. » Dans le même temps, les événements se bousculent. Une révolution éclate. Le 9 novembre 1918, la fin de l'Empire allemand est proclamée. Guillaume II se réfugie aux Pays-Bas. Dans la forêt de Compiègne, la clairière de Retonde, traversée par une ligne de chemin de fer. C'est ici que les Alliés et les Allemands ont négocié l'armistice. Compiègne est aujourd'hui un lieu de mémoire. Les anciens rails sont encore visibles au musée, dont la pièce maîtresse est le wagon où l'armistice a été signé le 11 novembre 1918. Une délégation civile constituée de représentants politiques allemands et conduite par le député au Reichstag Matthias Erzberger a fait le voyage de Berlin. Il n'y a pas de négociation. Les vainqueurs imposent leurs conditions aux vaincus. Les Allemands ne sont même pas invités à exprimer leur point de vue. Ils se voient contraints de signer la capitulation sans condition. La France est victorieuse. Dans le camp des vaincus, la légende du coup de poignard dans le dos lancé par Hindenburg est largement répandue. Les soldats sont persuadés que l'armée allemande a été trahie par le pouvoir civil, alors même que la victoire finale était imminente. Versailles, toujours Versailles. C'est là qu'ont lieu en 1919 les pourparlers de paix. En réalité, le traité de paix n'est pas plus négocié que ne l'a été l'armistice. Les vaincus n'ont pas le droit à la parole. Ils doivent se contenter de signer. La France veut mettre l'Allemagne hors d'état de nuire, en l'affaiblissant le plus possible. Il y a ce comportement des Français qui ont l'impression d'avoir eu leur revanche et de se dire que l'Allemagne est écrasée. Et puis c'est cette rhétorique de l'Allemagne paiera, de cette France qui a couru après sa revanche depuis tellement d'années et qui finalement, sans doute, a une espèce de plaisir à écraser son ennemi sous le poids de ce traité. Mais certainement, c'était a posteriori une erreur grossière. Des millions d'Allemands manifestent contre le traité de Versailles. Passe encore que l'Alsace-Lorraine revienne à nouveau à la France, que les Allemands soient obligés de payer des réparations. Tout cela, ils sont prêts à l'accepter. Mais la clause attribuant à l'Allemagne l'entière responsabilité de la guerre empoisonnera pendant des années les relations entre les deux pays. Et Charles de Gaulle, à l'époque, en 1919, écrit des textes, écrit des lettres dans lesquelles il présente le traité de Versailles comme porteur de conflits à venir, comme annonciateur d'une future guerre, tellement il ressent le déséquilibre qu'il y a dans ce texte. Konrad Adenauer, qui est maire de Cologne depuis 1917, partage cette analyse. Il essaie pour sa part d'établir un dialogue avec les Français. Adenauer a fait preuve de réalisme politique en disant « Ici, en Rhénanie, on ne peut pas laisser partir les choses à volo. En termes de stratégie politique, il serait plus judicieux de s'entendre avec le voisin. » Dans ce climat d'hystérie, Adenauer est l'un des rares à comprendre que les clauses impitoyables infligées à l'Allemagne trahissent la peur des Français d'une nouvelle agression allemande. Adenauer a toujours su qu'il était essentiel d'établir des relations de bon voisinage avec la France. C'était son intime conviction. Depuis le début, il n'a jamais été séparatiste. Adenauer est rapidement rattrapé par la réalité. En janvier 1923, l'armée française occupe la Ruhr, avec ses chars et plus de 60 000 soldats. Le cœur de l'industrie allemande est pris en gage, car le gouvernement allemand a du retard dans le versement des réparations.
Les Français pillent sans vergogne les richesses de la région. Le charbon et l'acier, notamment, sont transportés vers la France. L'Allemagne bascule dans le chaos. Le chômage massif, l'hyperinflation et la pauvreté se répandent. Commence alors la bataille de la Ruhr. Un conflit très violent émaillé de manifestations, d'actes de sabotage, d'attentats à la bombe. Cour martiale, exécutions sommaires, les Français répriment avec une grande brutalité. Les enterrements dégénèrent en manifestations monstres. La haine des Allemands à l'égard des Français est incommensurable. Dimanche 14 septembre 1958. Adenauer et De Gaulle se sont entretenus pendant des heures. Ils ont décidé de regarder vers l'avenir, mais le poids du passé reste omniprésent, même dans les plus petits détails. Charles de Gaulle va être obligé de faire de la pédagogie auprès de ses propres cuisinières en leur disant c'est un Allemand, mais il a lutté contre le nazisme, mais entre guillemets c'est un bon Allemand. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Le miracle attendu finit par se produire. Malgré leurs différences, les deux hommes se découvrent un socle commun. Des racines profondes remontant jusqu'à Charlemagne, mais aussi le catholicisme et leur appartenance à une bourgeoisie imprégnée de la culture humaniste du XIXe siècle. C'est-à-dire que ce grand connaisseur de l'Allemagne et cet Adenauer qui est quelqu'un de très subtil, de très lettré, ont trouvé un terrain d'entente qui est sans doute une culture commune, une culture qui dépasse les deux pays, une culture européenne, faite de littérature, faite de connaissances, faite de foi catholique, et ça a pu marcher. C'est un pari gagné. C'est au cours de cette soirée que De Gaulle propose à Adenauer de construire ensemble une Europe forte, qui ferait contrepoids aux États-Unis. Selon lui, la relation franco-allemande doit repartir sur la base d'une cordiale entente. C'est en ces termes que De Gaulle décrira la discussion dans ses mémoires. Mais la dernière guerre et Hitler sont encore dans tous les esprits. Les Français seront-ils prêts à pardonner si vite aux Allemands? Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos, dieses Grab hinein. Hitler galvanise les foules. Avant même son arrivée au pouvoir en 1933, il a promis d'annuler la paix honteuse de Versailles, quitte à prendre les armes. Mi-février 1933, le nouveau chancelier visite Cologne dans le cadre de sa tournée à travers l'Allemagne. Cologne, le fief de Konrad Adenauer, un homme politique influent et conscient de sa valeur. Adenauer n'est pas allé accueillir Hitler à l'aéroport. Il a envoyé un de ses adjoints, ce qui, du point de vue du chancelier, était pour le moins déplacé. Les partisans d'Adolf Hitler réservent un accueil triomphal à leur fureur. Le maire de Cologne brille par son absence. Il ira encore plus loin dans la provocation. À l'occasion du meeting de Hitler, les nazis avaient fait hisser des drapeaux avec la croix gammée sur l'un des ponts de Cologne. Et Adenauer les a fait enlever, en arguant du fait que le pont appartenait à la ville et que la décision d'y hisser un drapeau relevait de la municipalité. Un affront que Hitler ne lui pardonnera jamais. Peu après, les sections d'assaut locales s'emparent de la mairie de Cologne, au cri d'Adenauer an die Mauer, Adenauer au peloton. Mais le maire a déjà pris la fuite. J'imagine que si mon grand-père avait été dans son bureau à la mairie, les SA s'en seraient pris à lui physiquement. Il l'aurait probablement passé à tabac ou défenestré. Adenauer s'est enfui in extremis la nuit précédant le putsch, alerté des intentions de le lyncher sur la place de la mairie. Il est recueilli par les moines de l'abbaye de Maria Laach dans l'Eifel
dont l'abbé est un de ses anciens camarades de classe. Goussy, son épouse, lui rend parfois visite, accompagnée de leurs jeunes enfants. Adenauer veut attendre ici que la tempête se calme. De Gaulle, lui, ne s'attend pas à une accalmie. Il se spécialise dans la guerre des blindés. Le président l'écoute avec intérêt, mais le maréchal Pétain est contre ses idées nouvelles. Il s'est distingué par sa position en faveur de l'outil blindé et il insiste auprès du gouvernement pour que la France se dote de chars qui fonctionnent en unité complète. Il va écrire plusieurs livres à ce sujet et à la veille de l'attaque allemande, il commande une unité de chars. Le 10 mai 1940, l'Allemagne attaque la France. C'est l'un des pires moments dans l'histoire des relations franco-allemandes. Les troupes allemandes avancent très rapidement. Elles pénètrent toujours plus loin à l'intérieur de la France. Hitler se félicite du succès de sa guerre éclair. Des centaines de milliers de personnes fuient du nord vers le sud de la France. Avec pour seul bagage quelques effets rassemblés à la hâte, ils traversent des paysages dévastés. Quand j'étais très jeune, j'avais 13 ans, et j'ai vu l'arrivée de l'armée allemande en France. Donc cet événement était très fort, en réalité. Mais c'était plutôt vu du côté français, c'est-à-dire que ce qui m'a touché, ce n'est pas l'arrivée des Allemands, c'est la défaite des Français. Paris capitule en silence, mais dans le reste du pays, c'est la panique. Le gouvernement a fui à Bordeaux. Charles de Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la Défense et à la guerre. Il veut absolument poursuivre la guerre. Mais, ironie de l'histoire, c'est le maréchal Pétain, le héros de Verdun, qui annonce haut et fort qu'il vient de signer un armistice avec les Allemands. Pour Hitler, c'est évidemment une excellente nouvelle. Hitler garde un souvenir douloureux de l'armistice de 1918. Il entend maintenant reproduire le cérémoniel humiliant, mais en inversant cette fois les rôles. Il a donné l'ordre de ressortir le wagon du musée et de l'installer à l'endroit même où il se trouvait en novembre 1918. C'est avec une joie non dissimulée que Hitler prépare sa revanche. L'officier français Charles Münziger représente le maréchal Pétain qui a pris la tête du gouvernement. La moitié du pays est occupée. Strasbourg et Metz sont placés sous administration allemande. Un homme, un seul, dit non à l'armistice, Charles de Gaulle. Il s'envole pour Londres, où il s'entend avec Winston Churchill pour continuer le combat. Elle nous a dit un jour, on annonce qu'il va y avoir un discours d'un général français, venez l'écouter. Alors les enfants, nous étions 5 enfants, on est venus dans sa chambre et on a écouté nous-mêmes le message du général de Gaulle. L'eau est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Ça peut apparaître complètement fou. D'ailleurs, certains l'ont assimilé à Jeanne d'Arc, parce que, voilà, et comme s'il avait eu des voix, mais en réalité, c'est motivé par une vraie connaissance de l'histoire et des capacités de la France.
un souffle d'air pur, c'est vrai, plein d'espérance, mais à l'époque paraissait difficilement réalisable, c'est-à-dire un peu audacieux. Et à partir de là, on savait qu'il se passerait quelque chose, en fait. Qu'à la fin, il y aurait sans doute une victoire alliée. En Angleterre, De Gaulle s'efforce de rassembler les troupes françaises qui ont pu fuir outre-Manche. Paris à l'heure allemande. Une période de cruelle humiliation pour les Français. Les soldats allemands, eux, prennent du bon temps. C'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord. Ils s'estiment très heureux d'être ici plutôt que sur le front de l'Est. Mais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Certains tomberont littéralement sous le charme des lumières de la belle capitale. Je me souviens avoir séjourné à Paris pendant la guerre. Je devais apporter un dossier à un état-major à Paris. J'y suis resté 2 ou 3 jours. Paris m'a fait l'effet d'une œuvre d'art totale. Et j'étais très jaloux des Français qui avaient réussi à la créer. Le vieux maréchal Pétain, président du Conseil, investi à présent des pleins pouvoirs, jouit toujours d'une grande estime auprès de ses concitoyens. La plupart lui font confiance en raison de son glorieux passé militaire. Acceptez des épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles, mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. Globalement, on peut dire qu'une grande majorité des Français s'en est accommodée pour le quotidien, parce qu'il fallait bien vivre, mais que dans leur cœur, certainement très peu acceptaient cette occupation par l'allemand, mais qu'une minorité, une toute petite minorité, s'est engagée dans la résistance. De plus en plus de colonies françaises changent de camp. Elles se détournent de Pétain pour se rallier à De Gaulle. Churchill et bientôt Roosevelt finissent par le reconnaître comme un allié et le soutiennent dans son combat pour la libération de la France. Sur le sol français aussi, la résistance commence à s'organiser. Dans de petites imprimeries illégales, on imprime des tracts qui appellent à résister à l'occupant allemand. Nous participions à la résistance, mais on était très jeunes, en fait. Donc c'était une résistance pour éditer des journaux, des publications contre l'occupation allemande. Les groupes de résistants les plus déterminés, qui comptent de nombreux communistes, vont beaucoup plus loin. Ils sont même prêts à mettre leur vie en danger pour défendre leurs convictions. Les Allemands réagissent par de sanglantes représailles. Voici ce qui reste du village d'Oradour-sur-Glane. Les SS y ont massacré l'ensemble de la population, soit 642 personnes durant l'été 1944. Des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants. L'immense tristesse des Français fait place à une haine sans borne envers les Allemands. Été 1944. Adenauer, qui a dû abandonner la mairie de Cologne, s'est retiré à Rundorf, près de Bonn, au pied du Siebengebirge, le massif des 7 montagnes. Mon grand-père n'est jamais entré dans aucune forme de résistance violente. Les bombes, ce n'était pas dans son caractère. D'autant qu'il n'avait jamais été soldat et qu'il n'avait donc aucune expérience du combat. Il avait aussi une grande famille, une femme, 7 enfants, sans oublier la sœur de sa première femme qui vivait également sous son toit. Et il se gardait bien d'être mêlé à ce genre d'action. Le 23 août 1944, un mois après l'attentat raté contre Hitler, Konrad Adenauer est arrêté par la Gestapo. Il figurait sur une liste d'opposants.
Et en août, tous les opposants au régime qui avaient occupé un poste politique sous la République de Weimar ont été arrêtés. Ils sont montés. Ils étaient tous très costauds, avec des manteaux en cuir vert. J'ai tout de suite compris. Les hommes de la Gestapo l'ont saisi en disant « Dépêche-toi, inutile d'emporter quoi que ce soit, on ne sait pas encore quand on reviendra. » C'est là que ma mère a descendu l'escalier en criant « Conrad, Conrad, mais qu'est-ce qu'ils te veulent ?» Personne ne savait ce qui lui arriverait. Il y avait beaucoup d'exécutions sommaires à l'époque. Les prisonniers qui tentaient de fuir étaient froidement abattus. On pouvait tout imaginer. Dans les geôles de la Gestapo, Konrad Adenauer vit avec la peur quotidienne d'être exécuté. Mais il réussira à tenir tant bien que mal jusqu'à la fin de la guerre. Début juillet, les Alliés débarquent en Normandie. La libération de la France a commencé. Les troupes britanniques et américaines ne progressent que lentement car les Allemands leur opposent une résistance acharnée. Tandis qu'à Paris, on prend les armes. D'abord, ce ne sont que quelques barricades, quelques tirs sporadiques, une grève générale. Mais plus les troupes alliées approchent, plus le mouvement se radicalise. De Gaulle a souhaité que Paris soit libéré par une unité française. Le 25 août 1944, la division blindée du général Leclerc entre dans la ville sous les acclamations des foules. Les troupes allemandes capitulent. C'est un grand jour pour le général de Gaulle, 4 ans après son appel enflammé aux Français, alors que presque personne ne croyait en lui. C'est un des moments forts, peut-être le moment le plus fort de l'épopée de Charles de Gaulle. Il apparaît tout d'un coup comme béni de la population. Pour lui, c'est un baptême, c'est une rencontre avec le peuple de France. Donc c'est un moment très fort. Il reste encore quelques tireurs embusqués, des collabos. La confusion et la violence règnent. Des milliers de Français qui avaient collaboré avec l'occupant sont arrêtés et doivent répondre de leurs actes devant la justice. D'autres sont condamnés à mort par des cours martiales et exécutés sur le champ. Beaucoup sont lynchés en pleine rue. À l'heure du triomphe, une violence inouïe se déchaîne. Elle se dirige contre tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu des contacts avec les Allemands. À travers tout le pays, des femmes sont tondues pour avoir eu une liaison avec l'ennemi et livrées en pâture à une foule hystérique. Nous sommes le lundi 15 septembre 1958. Konrad Adenauer a passé la nuit à la Boisserie. Il a bien dormi, car il est persuadé d'avoir trouvé en Charles de Gaulle un partenaire efficace. Ensemble, ils pourront avancer sur le chemin de la réconciliation franco-allemande, le premier pas vers une paix durable en Europe. Avant le départ du chancelier, De Gaulle appelle une fois encore à inverser le cours de l'histoire. Il faut que leurs deux peuples, qui ont accumulé tant de haine, parviennent à se réconcilier. Pour De Gaulle, la peur des Français d'une nouvelle agression allemande n'a plus de raison d'être. Mettant fin à un antagonisme qui a été, depuis 1870 surtout, qui était évidemment
la donnée fondamentale, la base fondamentale de la politique française, aggravée par ce qui se passait en Allemagne, Hitler, etc. Des adieux chaleureux, car le rapprochement qui s'est opéré entre les deux hommes est certes politique, mais aussi personnel. De Gaulle déclare à l'issue de la rencontre: « Pour la France, il n'y a en Europe qu'un partenaire possible, je dirais même souhaitable, c'est l'Allemagne, l'Allemagne d'aujourd'hui. » Et de poursuivre en communion d'idées avec Adenauer: « C'est là un miracle historique, mais ce n'en est pas moins un fait. Et effectivement, il y aura un avant et un après Colombey. » Adenauer se réjouit de cette nouvelle donne, car le rêve qu'il caresse depuis des années de voir la France et l'Allemagne se réconcilier définitivement est sur le point de se réaliser. Mon cher général, je vous remercie une nouvelle fois de votre aimable hospitalité et je suis heureux que nos visions sur tous les points importants soient concordantes. Mon cher chancelier, plus que jamais j'ai le sentiment que nous pouvons faire un pas important vers l'unification de notre Europe. À la base, il faut sans nul doute un accord de l'Allemagne et de la France. En très peu de temps, ils échangent une quarantaine de lettres. Et ils se voient le plus souvent possible. L'objectif est de s'informer mutuellement des dernières évolutions diplomatiques, notamment à l'issue de leurs discussions avec d'autres ténors de la politique. Ils se rapprochent ainsi toujours plus. Au total, De Gaulle et Adenauer se sont entretenus pendant plus d'une centaine d'heures. Ils parlaient l'un avec l'autre. Ils se disputaient aussi sur la marche à suivre. Mais on sentait qu'il y avait toujours une réelle connivence entre eux. Le général de Gaulle ne manque pas une occasion de souligner publiquement les liens d'amitié qui l'unissent à Adenauer. Je suis très heureux de venir rendre visite à mon ami, le chancelier Adenauer. Nous allons travailler ensemble et j'espère bien qu'une fois de plus, ce que nous ferons sera directement utile à la coopération de nos deux pays. Charles de Gaulle, le militaire qui a passé la moitié de sa vie à combattre les Allemands. Konrad Adenauer, le civil presque militant. Ces deux hommes vont au fil de leurs entretiens poser les jalons d'un changement politique. L'atmosphère était toujours très chargée. J'ai rarement interprété des discussions où les protagonistes mettaient autant de cœur. Paris, juillet 1962. Konrad Adenauer s'est souvent rendu en France, mais cette fois, il s'agit de sa première visite officielle. 4 années se sont écoulées depuis la rencontre à Colombey-les-Deux-Églises. À ses compatriotes, Charles de Gaulle dépeint son ami Konrad Adenauer comme un bon Allemand, représentant une Allemagne nouvelle dont il n'y a plus rien à craindre. En Champagne, sur les anciens champs de bataille qui ont vu s'embraser tant de guerres, le général organise une parade militaire d'unités françaises et allemandes. Pour De Gaulle, c'était encore plus fort que pour Adenauer, car le général avait participé au combat. Et il a dit à Adenauer, unis comme les deux mains. Maintenant ils étaient comme ça, avant ils étaient comme ça. De Gaulle était le seul à pouvoir faire cela, faire défiler des troupes allemandes en France. Ça ne se serait jamais passé avec un Premier ministre civil qui n'aurait pas eu son passé de résistant. L'apogée de la visite est une messe à la cathédrale de Reims. Tous les détails ont été réglés par le général en personne. Et le choix de la ville n'est pas anodin.
car c'est ici que s'est fait baptiser Clovis, le roi des Francs, il y a environ 1500 ans, devenant ainsi le seul roi barbare catholique. De Gaulle fait remonter la naissance de la nation française à cet événement. C'est donc en ce lieu chargé d'histoire que l'on s'apprête à célébrer une messe de réconciliation. Comme si les deux responsables politiques voulaient donner à l'axe franco-allemand un caractère sacré. Quand on va à l'église, c'est pour prier Dieu, un être supérieur, à qui cette nouvelle amitié est dédiée. Il y a l'idée d'une réconciliation religieuse, assortie d'une demande de pardon. Chacun veut effacer sa culpabilité envers l'autre. Pensez que 20 ans après la fin de la guerre, le chancelier allemand et le général de Gaulle, qui avait été l'animateur de la lutte militaire contre l'Allemagne, étaient côte à côte dans la cathédrale de Reims, silencieux, ne disant rien. L'image était extraordinairement forte et très émouvante. L'objectif des deux hommes est effectivement de tourner une page douloureuse de l'histoire et surtout d'y associer leurs compatriotes par un geste fort et symbolique. Car le rêve d'Adenauer et de Gaulle doit devenir celui de tous les citoyens allemands et français, quelques années seulement après le bombardement de cette cathédrale par l'artillerie allemande et l'explosion de haine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'euphorie déclenchée par la visite du général en Allemagne révèle à quel point le besoin de réconciliation et de paix était fort chez les Allemands. De Gaulle saura trouver les mots justes dans la langue de Goethe. Wenn Sie alle so mich herum versammelt sehen, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Et voilà que s'avance l'homme, celui-là même qui nous a diabolisés pendant tout ce temps depuis Londres, et il dit ça. Et en plus, il est sincère. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Le général de Gaulle est ovationné même dans la Ruhr, autrefois théâtre de tous les conflits. Die Tatsache, dass Charles de Gaulle hier ist und von Ihnen so herzlich empfangen wird, beweist, wie unsere beiden Völker schon einander vertrauen. Là, le rêve est devenu réalité. C'était une façon de transfigurer le rêve ou l'idéal ou l'opération de l'origine politique en une adhésion populaire de large ampleur des deux peuples. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer décident de franchir une nouvelle étape. Ils veulent sceller l'amitié franco-allemande par un traité. Le texte prévoit une étroite coopération entre les gouvernements des deux pays, un renforcement des liens entre les deux peuples, notamment par le biais d'échanges pour la jeunesse. Le Bristol, à Paris. Dimanche 20 janvier 1963, la veille de la signature du traité. Soudain,
c'est un défilé ininterrompu de visiteurs qui veulent tous parler au chancelier. Tous le supplient de ne pas signer l'accord. Leur crainte étant que les Américains, qui se considéraient jusqu'à présent comme les amis et alliés privilégiés de l'Allemagne, puissent en prendre ombrage. Mais le chancelier reste inflexible, d'autant qu'il a œuvré toute sa vie pour que ce rêve de réconciliation se concrétise, et qu'il est convaincu du bien fondé de la coopération politique et culturelle entre les deux pays. Et comme le souligne de Gaulle, ce traité tourne non seulement la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais il ouvre aussi toutes grandes les portes d'un avenir nouveau. Où on sent que les deux hommes sont très émus. Alors Charles de Gaulle est quelqu'un qui a été éduqué pour ne jamais montrer ses émotions. C'est quelqu'un de très pudique, mais là, quand il prend Adenauer dans ses bras comme ça et qu'il l'étreint en quelque sorte, on sent qu'il est débordé par quelque chose. Il a certainement fait un geste très grand par ce traité. Personne ne s'attendait à ce baiser fraternel. Ça s'est fait de manière spontanée. Mais c'est ce qui rend ce moment si solennel. Mon grand-père a un peu trébuché, car il ne s'attendait pas à devoir faire un pas en se levant. Lui aussi a été surpris par le geste de Gaulle, car ce n'était pas dans les habitudes du général. D'ailleurs, lui-même n'embrassait jamais, pas même en famille. C'était donc tout nouveau pour tous les deux. À son retour en Allemagne, les problèmes commencent pour le chancelier, alors âgé de 87 ans. Le torchon brûle avec les Américains, et l'annonce de la signature du traité provoque aussi des remous sur la scène politique allemande, y compris au sein de la CDU, le parti chrétien-démocrate auquel appartient Adenauer. Celui-ci apprend à son ami français que l'ambassadeur allemand au poste à Washington a été convoqué par Kennedy lui-même. Le président des États-Unis serait très indigné. Le chancelier prévient aussi de Gaulle que le traité pourrait être assorti d'un préambule, rappelant les liens d'amitié indéfectibles avec les États-Unis. Sans ça, le texte risquerait de ne pas être ratifié par le Bundestag. De Gaulle redoute que cet ajout ne vide le traité de sa substance. Il est très en colère contre les politiciens allemands, qui, selon ses propres termes, ont peur de ne pas s'aplatir suffisamment devant les anglo-saxons. Devant le Bundestag, Konrad Adenauer défend une nouvelle fois ses idées avec passion. Mais il ne réussit pas à convaincre les députés d'abandonner le préambule. Sie wissen auch, meine Damen und Herren, dass ohne die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland Europa nicht bestehen kann. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Völkern ist, lassen Sie mich das besonders betonen, kein Ersatz der europäischen Integration. Sie ist eine ihrer wesentlichen Voraussetzungen. Nur dann, wenn dieser Vertrag getragen wird von der großen Menge des ganzen deutschen Volkes, und das wird sie, meine Damen und Herren, nur dann können wir erwarten, dass dieser Vertrag die Wirkungen haben wird, die wir von ihm erhoffen und die in eine weite, weite Zukunft hineinreichen soll. Pour Adenauer, c'est un pari sur le futur. Il est persuadé que les futurs chefs d'État et de gouvernement sauront incarner ce traité. Et effectivement, les gouvernements qui ont suivi ont su cultiver un terrain d'entente. Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing ont réussi à tisser des liens étroits. Pour Helmut Schmidt, c'est d'autant plus méritoire qu'il est très anglophile. Près de 10 ans après la signature, au milieu des années 70, le chancelier Helmut Schmidt et le président Valéry Giscard d'Estaing reconnaissent l'importance du traité d'amitié franco-allemand. Et ils décident de lui insuffler une nouvelle vie. C'est un traité, quand on le relit, je pense que Helmut et moi nous l'avons relu, c'est un très bon traité, mais futuriste.
parce qu'il prévoit une relation intime, en fait, entre l'Allemagne et la France. Et il en prévoit les modalités. Par exemple, il prévoit que les deux chefs de gouvernement et leur gouvernement doivent se réunir au moins 2 fois par an. On s'est rencontrés plus souvent que 2 fois par an. On se voyait à tout bout de champ. C'était une collaboration étroite et intime qui dépassait largement le cadre du traité. On peut dire, il semble qu'entre Schmitt et Giscard, ça c'est quelque chose qui est bien fonctionné. Entre Kohl et Mitterrand, il y a eu ce moment très fort à Verdun. Ils font tout pour que ça marche et en même temps, ils cherchent des symboles forts. Surmonter les rivalités qui ont jalonné l'histoire franco-allemande est une source d'inspiration toujours renouvelée. Helmut Kohl et François Mitterrand, main dans la main, se tiennent devant les tombes de Verdun, à l'endroit même où Français et Allemands se sont affrontés dans de sanglants combats. Tous les couples franco-allemands, sans exception, ont affiché l'unité, au moins symboliquement. Ils ont fait honneur à l'esprit qui animait Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, il y a un demi-siècle.